Bonjour à tous, nous voici connectés pour notre webinaire Bonjour, avec Lénaïque. bonjour à tous. Alors, on est ravis d'être là. On utilise un nouvel outil qui s'appelle Livestorm. Et donc, on va voir un petit peu qui est avec nous. Voilà, bonjour Cathy. Donc là, on voit que petit à petit, les participants se connectent. Bonjour Lisa. Bonjour Lisa. Ah bah ouais, Florence. Salut Bonjour Hans, Florence, Clarisse. Ça arrive. Ça arrive, ouais. Plus de 120 inscrits sur ce webinaire. Donc, on est content. On espère que vous allez tous pouvoir nous rejoindre. Bon, l'idée, c'est que ça soit le plus interactif, le plus interactif possible. Je suis avec Lénaïque, donc ça va être interactif. Normalement, ouais. Tout ce qui cadre, c'est plutôt quelque chose qui me ralentit. Donc, on compte sur les questions, vos questions, bien sûr. Alors, Clarisse, enchantée Clarisse. On a également Leslie. Anouk, Pierre-Thomas, bonjour. Tu les connais? Oui. Mathilde. Bonjour Mathilde. Ah oui, On a plus de 30. C'est un honneur Mathilde de vous avoir sur le webinaire. Bonjour. On va laisser un petit peu tranquillement les gens se connecter. N'hésitez pas à vous présenter, à nous faire un petit coucou, ça nous fait plaisir. C'est sympathique. L'idée, c'est de passer un bon moment, que ça soit pas juste un monologue, qu'on puisse aussi un peu interagir. Salut Romain, enchanté. Bonjour. N'hésitez pas peut-être aussi à dire dans le chat, voilà, quelles sont vos attentes sur ce webinaire, s'il y a un sujet particulier. Alors, le thème, c'est évidemment l'expérience collaborateur et le ROI de l'expérience collaborateur. Du coup, voilà, quelles sont vos attentes? Préparez vos questions. Quels sont les thèmes que vous voulez qu'on aborde? N'hésitez pas à nous le dire sur le chat. Donc, Anouk, les bonnes pratiques. On va en parler, ouais. On va en parler. Tout le monde brûle un petit peu sur ce sujet. Il y a pas mal d'initiatives qui sont prises. Et après, il y a des indicateurs qui sont très simples à mesurer. Mais ça, on en parlera, puisque l'objectif de cet échange, c'est quand même d'avoir un côté pragmatique sur cette approche qui fait couler beaucoup d'encre, mais dont on ne sait pas trop comment gérer les priorités. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ne vous inquiétez pas, on va vous proposer un sens. Bonjour Sophie. On laisse tranquillement, voilà, il est 11h31. On va encore laisser quelques minutes aux différentes. Bonjour Selma. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que techniquement ça fonctionne bien de votre côté? Ouais, très bien. Ok, super. On a un outil qui fonctionne bien. Félicitations. Écoute, Livestorm, c'est top. C'est vraiment top. Je vous recommande. Bonjour Katia. Bonjour Katia. Alors, on va quasiment être plus de 40 là sur le webinaire. Donc, vous êtes nombreux. On espère vous garder tout le long de ce webinaire. On espère vous onboarder jusqu'au offboarding sur le séminaire, sur le webinaire. On sait que la pause déj. Justement, la pause déj, si vous voulez nous surprendre, il y a des invités qui arrivent. Ok. On va vous laisser. Encore une fois, n'hésitez pas à vous présenter, nous envoyer déjà des premières questions, vos attentes, et ça nous permettra un peu de caler tout ça. Tu reconnais, il y a beaucoup de gens que tu connais, les mecs? Oh, j'ai bien dû voir une trentaine, quarantaine de pourcents, j'ai envie de dire, donc un tiers, un bon tiers. Ouais. Bonjour Michel. Ah, Michel. Salut Michel, notre plus fidèle cocooner. Alexandre. Alexandre aussi. Salut Alex. La durée, alors Hervé nous demande quelle est. Alors l'idée, c'est que ça tienne en 1 heure. Peut-être on va essayer de faire ça en 50 minutes, 1 heure maximum, pour que ça soit concis. De toutes les façons, ce webinaire est enregistré, vous pourrez le retrouver sur YouTube.
Ok, ce que je vous propose, c'est que dans 2 minutes à 35, on démarre. Alors, on a Lisa qui nous demande alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'expérience collaborateur pour ceux comme moi qui sont un peu nouveaux? Ok, bah c'est exactement ce qu'on va faire. Donc Très ça, c'est simple. bien. Cathy, en tant que contrôleur de gestion, comment identifier les indicateurs, pas seulement de mesure, mais de performance de cette thématique dont tout le monde parle. C'est très juste. C'est très, très juste. Ok, donc on répondra à ces questions. Dites-nous aussi dans quelle entreprise vous travaillez, quel est votre poste. Donc comme ça nous permet aussi de peut-être qu'on connaît certaines personnes dans l'entreprise, de faire le lien. Ok, enchanté Selma, donc de chez Valwin. Ah oui. D'accord, Clarisse, ok, d'une grande entreprise, très connue. Alors, on a Aurélie de nos amis d'Assess First, qui sont, je crois, en pleine conférence en ce moment. D'accord, mais on a des belles Hervé qui vient de chez Airbus, magnifique. Oui, je me rappelle. Dragon rouge. Top. Des gens créatifs. Ok, carrément. Bah, Elisa, enchantée. Magélium, bien sûr. On a des très très belles entreprises avec nous. Donc, ok. Bah, écoutez, je vous propose qu'on démarre le webinaire. Il est 11h35. Donc, on va partager notre écran. Tac. Partage d'écran. On va partager. Tac. Ok. Donc, ok. Donc, nous voilà sur la slide du webinaire. Donc, bah, je suis accompagné aujourd'hui de l'ENAIC. Le sujet, hein, c'est vraiment l'expérience collaborateur. Donc, en fait, quel est voilà, ce buzzword? Aujourd'hui, il est sur toutes les bouches, ce mot, clairement. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on entend par là? On va parler des différents moments clés du cycle de vie du collaborateur, donc de l'onboarding à l'offboarding, des managers également, très important, et surtout, quels sont les KPI, l'impact business associé à ça. Donc, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente. Donc, on va se présenter. Hein. Je vais commencer. Donc, A-Team. Donc, je m'appelle Nathaniel Philippe, j'ai 34 ans. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis le CEO et le fondateur de A-Team, qui est une plateforme d'onboarding, mais également de crossboarding et de offboarding qui gère les moments clés de la vie du collaborateur. On travaille avec principalement des grands comptes et des ETI. Donc, on travaille avec la Maïf, Plasticomium, Veolia, la Caisse des dépôts, mais aussi des belles startups comme Launcher, Comet. Voilà, donc beaucoup de clients, plus de 60 clients. Justement, on a une solution spécialisée sur l'expérience collaborateur. Et notre idée, c'est d'être vraiment leader dans ce domaine. Donc, on est plus de 15 personnes. Et voilà, ça fait 3 ans qu'on est à fond sur ce sujet. Et on a beaucoup d'insights et de retours de nos clients et de partenaires et de prospects sur ce qu'est l'expérience collaborateur et qu'est-ce que ça rapporte concrètement. Du coup, à mon tour, moi, je suis donc le cofondateur et le CEO de Cocoon. On va finir 1 an d'activité la fin janvier. Et nous, notre idée, c'était donc d'offrir un service personnalité de chasse immobilière à tous les salariés et les freelances. Et donc, on permet en fait à nos clients entreprises, on en a déjà une bonne vingtaine, d'attirer et de fidéliser les talents avec un levier logement. On a des boîtes clients comme Google, Algolia, Itch, Navia, qui sont pour la partie très tech, des gros scale-up. Et puis on a bien sûr des partenariats plus importants sur Crédit Agricole, Aramis, des ESN aussi, pas mal des boîtes de consultants. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, on fait un matching avec un chasseur en fonction des centres d'intérêt pour créer une complicité et réinventer une expérience client qui est pour nous le key facteur de la rapidité d'une mission de recherche de logement.
Voilà. Je pense qu'on peut préciser aussi qu'aujourd'hui, le cocon dépasse largement le logement. Et ça, on y reviendra peut-être parce que les murs, aujourd'hui, ça dépasse les murs, quoi. L'intégration, en fait, du talent dépasse largement les murs du logement. Ok, donc super. Alors oui, les supports vous seront envoyés, Isabelle, si vous le souhaitez. Ok, donc le contexte, dans quel contexte évolue? Aujourd'hui, on évolue. Aujourd'hui, le monde du travail a complètement changé. On est en pénurie sur un grand nombre de postes. On pourrait manquer jusqu'à, d'ici 2030, 1,5 million de salariés très qualifiés. Et on a des secteurs qui sont les plus touchés, comme les services financiers, les secteurs des technologies, des médias, des télécommunications. Et il y a une évolution totale des attentes des collaborateurs qui place, on va dire, l'intérêt de la mission et de leur poste en premier lieu et le bien-être du collaborateur et les valeurs de l'entreprise. Donc, on est face à un changement total des attentes, notamment de ces nouvelles générations, ce qui oblige très concrètement les entreprises à se réinventer. Donc, on est dans une refonte des attentes, une refonte du monde du travail. Et aujourd'hui, l'expérience collaborateur, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est une somme de ressentis à différents moments qui vont être autour de trois grands pôles. Un pôle qui concerne la culture d'entreprise et ses déclinaisons sous forme du management. Un pôle dont on parle, comme on dit que c'est la technologie, c'est un peu la digitalisation et du coup la façon de redonner de l'autonomie aux collaborateurs. Et un pôle qui est plutôt sur l'espace dans lequel on évolue, que ce soit dans des bureaux, des coworking, voire jusque dans le remote, jusque ses choix. Donc l'employé, l'expérience collaborateur, c'est la somme de ces trois ressentis sur ces trois grands environnements. Donc c'est Josh Bershin qui est un peu un gourou dans le monde des RH. Tu connais Josh? Sacré Josh. qui produit beaucoup de contenu, qui est aux États-Unis et qui est un spécialiste des ressources humaines. Et justement, c'est intéressant en fait parce qu'il a des analyses très poussées. Et alors, ce qu'il explique, l'expérience collaborateur, donc c'est quoi? C'est l'ensemble des interactions entre un collaborateur et l'entreprise tout au long de sa vie. Et donc, on va jouer sur 6 grands piliers en fait. Ça va être donner du sens au travail. Donc, comment je développe mon autonomie, comment je peux travailler en petite équipe. Donc, donner finalement du sens à ce que je fais. Une partie management, très importante. Il faut que ça se passe bien avec mon manager, c'est évident, et surtout avoir des pratiques modernes. Je sais que le coaching, t'en parles beaucoup, Lénaïque. Ouais, tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, une des clés réside dans la façon d'accompagner la vie pro, vie perso et d'être capable de coacher un petit peu en dehors du business les salariés. Et on reviendra peut-être dessus sur l'expérience manager, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. D'autant plus que les frontières entre le perso et le pro sont de plus en plus floues en fait, puisqu'on est tout le temps en train de bosser partout. Voilà. Donc il y a cette partie management. On parle aussi de ce système moderne de performance management. On sait très bien que les entretiens d'évaluation annuelle, c'est important, c'est évident, mais c'est un process qui est complètement un peu hors du temps. Et aujourd'hui, d'attendre 6 mois ou 1 an pour faire un point avec son manager, on sait très bien que ça marche pas et qu'il faut aujourd'hui être dans une logique de feedback continu et d'objectifs voilà, sur du court terme. Donc, bon, ces systèmes se mettent en place petit à petit dans les entreprises. On a la notion d'environnement, c'est-à-dire comment je développe une culture qui est voilà, où j'ai de la parité, qui est inclusive, qui permet donc à tous les genres de s'exprimer. Une culture également de reconnaissance. Sur l'inclusion, je pense que c'est un vrai sujet que l'on suit depuis un petit moment, puisque on recrute de plus en plus à l'étranger quand même pour une partie de la croissance digitale qui doit être assumée. Et du coup, effectivement, ça impose de bien être en mesure d'accueillir ces talents et de les intégrer. Donc, c'est un vrai sujet. On a également comment est-ce qu'on facilite aussi les opportunités de carrière, les opportunités de croissance. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, comment je vais pouvoir me développer, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir avoir l'ensemble des clés pour réussir sur mon poste. Et donc, donner accès à du développement, de la formation, de la gestion de carrière, donc tous ces leviers-là. On a évidemment aussi la partie leader,
c'est-à-dire comment, depuis le top management, c'est-à-dire le CEO, le CODIR, comment est-ce qu'on peut développer la mission, la raison d'être de l'entreprise, montrer qu'il y a aussi une culture de la transparence et de la communication. D'ailleurs, j'ai été assez, peut-être vous connaissez l'assurance Alan, qui a publié là cette semaine sa lettre aux actionnaires avec une transparence totale sur les revenus, sur leurs métriques. En fait, ils ont partagé ce qu'ils envoient à leurs investisseurs. Et c'est vrai que c'est très inspirant et ça donne vraiment envie finalement d'aller de travailler avec Alan. Et aussi, on se dit en tant que client, bah, je suis fier de souscrire à ce type de mutuelle. Voilà, je fais de la pub pour Alan. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne envie et on se dit, bah, c'est inspirant et donc c'est un leadership aujourd'hui qui donne envie. Dans cette même remarque sur le partage du leadership, nous, on observe beaucoup, encore une fois, un travail sur l'ego de la part des dirigeants, de manière à être en capacité de comprendre et de ne pas spolier par une construction, une histoire extraordinaire, mais qui va venir déranger le management. Donc, c'est aussi des choses qui commencent à rentrer en entreprise et c'est assez intéressant de voir ça. Voilà, donc on vous enverra de toute façon par mail les liens dont on parle et les petits supports associés. Donc là, Isabelle qui nous demande, bien évidemment, les supports vous seront envoyés et on pourra aussi vous mettre les liens, par exemple, dont on a parlé, comme la lettre aux actionnaires d'Alan. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va continuer un peu sur qu'est-ce que la définition. On parle d'environnement de travail, de well-being. Donc, évidemment, alors je sais que ça, c'est aussi un des sujets dont les Naïcs, tu es assez friand. Ouais, mais ça va du sport jusqu'à l'épanouissement personnel. Mais effectivement, quelqu'un qui a fait la paix intérieure avec son parcours est en mesure de rayonner et ce rayonnement est très perceptible très rapidement. Et c'est effectivement Ouais, mais je crois que j'écoutais un entrepreneur qui disait, voilà, moi, ce que je cherche dans le recrutement, c'est quelqu'un qui est déjà bien dans ses baskets, bien dans sa tête. Ouais. Et c'est vrai que c'est la base, ça paraît évident, mais il y a un vrai accompagnement aussi. Il y a pas mal de startups qui se montent sur ce sujet-là. Alors là, j'ai Hervé qui me dit, qui nous demande Institut du leadership vertueux de Alexandre Dianine Bavard. Bah non. Je ne connais pas. Peut-être éclairez-nous Hervé sur ce que c'est. Ouais. Mais en tout cas, voilà, clairement, c'est comment travailler sur cette santé mentale. Ouais. Et c'est pas juste un nice to have, mais c'est vraiment, ça devient fondamental en fait. Surtout pour ceux qui sont ambitieux et qui ont des grosses targets d'hypercroissance, j'ai envie de dire, ça c'est phénoménal, quoi. Alors ici, en fait, c'est une étude de Deloitte qui montre un petit peu comment se répartit l'intérêt de l'expérience de ce sujet-là dans le monde. Donc, c'est une étude qui est basée sur différents critères. On pourra vous envoyer cette étude également en lien. Et en fait, ce qu'on se rend compte, ce qui nous a vraiment interloqué, c'est de voir à quel point la France et l'Europe en général étaient vraiment à la traîne par rapport, pas seulement aux États-Unis, évidemment, qui ont de l'avance, ça c'est sûr, mais aussi par rapport à l'Amérique du Sud, par rapport à l'Asie du Sud-Est, par rapport même à l'Afrique, en fait. Donc, on est aujourd'hui une des régions dans le monde qui est la plus en retard sur ces sujets-là. C'est peut-être pour ça qu'on en parle beaucoup. C'est comme s'il y avait une pyramide dans laquelle on n'était pas encore rentré et qu'il fallait maintenant un petit peu faire sortir des sujets. Ok. Donc voilà, donc on a ce graphe et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'expérience collaborateur, c'est sur toutes les lèvres. C'est une déferlante. Donc là, on a une belle vague qui symbolise, je pense bien, la déferlante de l'expérience collaborateur. Et on a pas mal de data sur ça. En fait, on a 78% des professionnels RH qui perçoivent l'expérience collaborateur comme quelque chose de concret, tourné vers l'amélioration de l'engagement des collaborateurs. 75% qui connaissent cette notion-là, également dans le domaine des ressources humaines. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, pour être avec des clients toute la journée, les départements RH se renomment expérienceurs. C'est à la Maïf où justement ils sont divisés en différents pôles, comme le People Analytics, et expérienceur est un des départements. Donc, comment je crée des expériences pour mes collaborateurs sur différents moments, et on va en parler. Et donc, les secteurs les plus impactés, c'est la télécommunication, l'informatique, la communication, et les grandes entreprises, évidemment, qui n'ont pas le choix que de se réinventer.
Je redonne une stat sur le sujet. Ouais. 30% de pénurie de talent entre 2018 et 2019. Du coup, plutôt des profils ingénieurs dev tech qui ne sont pas créés en nombre suffisant en France. Et du coup, 15% seulement de visas d'immigration qui ont été annoncés là, par le gouvernement. C'est-à-dire que du coup, la pénurie s'accentue. Donc, il va y avoir forcément dans les prochaines années une tension qui va se maintenir et du coup, un rapport de force en faveur de cette population-là qui donc l'a privilégié pour du coup être adressé dans ces sujets d'expérience collaborateur. Voilà, donc vous êtes maintenant quasiment près de 50 à nous rejoindre sur ce webinaire. Donc merci de votre participation. Donc avant qu'on attaque les problématiques du cycle de vie, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, posez vos questions et puis on les prendra au fur et à mesure pour que ça soit vraiment interactif. Donc en attendant, on va démarrer sur les différentes problématiques. Donc, qu'est-ce que le cycle de vie d'un collaborateur? Donc, on a évidemment la partie sourcing, c'est-à-dire comment je vais pouvoir attirer le candidat. Et donc là, on parle de nurturing, de relations comme un CRM finalement avec un vivier de candidats. On sait qu'il y a beaucoup d'outils sur ça et c'est un vrai enjeu pour les entreprises. L'expérience de recrutement, comment je donne envie. Aujourd'hui, pour être en plein dans le recrutement de jeunes talents toute la journée, c'est clairement une attente de leur part, c'est-à-dire quel va être le process de recrutement, quelle va être l'expérience, quel va être le fit humain, c'est-à-dire voilà, il faut donner envie. C'est des choses très évidentes, mais beaucoup d'entreprises ne le font pas et parfois on a tendance un peu dans le recrutement à être un peu dur. Et je pense qu'il faut évidemment juger sur le critère de performance, mais pas que, puisque ça va au-delà aujourd'hui. Il y a un vrai besoin des candidats de sentir ce fit. Et donc, j'entends beaucoup de candidats qui demandent de déjeuner avec l'équipe avant. Par exemple, de passer, nous, ce qu'on fait en interne, on fait passer une demi-journée en immersion aux candidats avant même de les embaucher. Ouais, il y a aussi des pratiques très cognitives dans les façons de recruter, gamifiantes aussi dans le jeu, de manière à ce que la personne ne soit pas non plus sous une forme de pression trop inégale. Donc, il y a des initiatives qui sont prises et là, l'écosystème RH pullule sur la façon de recruter et tout ce qui peut être game changer. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, vous, en interne, ce que vous mettez en place pour rendre ce process de recrutement encore plus sympa. Ça peut nous intéresser. Et puis on le partagera avec les autres attendees. Donc voilà, le recrutement, il faut être innovant sur cette partie-là. L'onboarding, sujet cher à E-Team, on en a fait notre métier, notre spécialisation. Aujourd'hui, clairement, il y a un vrai impact en termes de turnover, de performance. Et du coup, l'idée, c'est sur l'onboarding, il y a une vraie attente en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes générations me posent la question, mais en fait, ça va être quoi mon parcours d'onboarding? Et c'est un vrai critère de recrutement. On en reparlera de l'onboarding évidemment. Et tout ce qui est enablement, c'est-à-dire la formation, le développement. Donc comment ensuite je favorise la rétention, puisque l'onboarding c'est bien, mais c'est un moment donné dans la vie du collaborateur. Il y a d'autres phases aussi dans l'expérience qui sont importantes jusqu'à la séparation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le départ est devenu aussi un des piliers de cette expérience collaborateur. On a différents cas, par exemple les départs à la retraite. Je discutais encore avec une entreprise qui me disait, mais pour nous, c'est clé, le départ à la retraite. Quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 30 ans dans l'entreprise, pour qu'elle puisse continuer à être finalement un ambassadeur de la marque, il faut terminer de manière claire, de manière sympathique. Et on voit aussi beaucoup de network, de réseaux d'anciens émergés. On a des entreprises, par exemple, je discutais aussi avec un client qui me disait qu'il faisait régulièrement des pots avec les anciens, en fait, à 1 mois, 3 mois, 6 mois. Ouais, le concept alumni. Alumni, ouais. Alumni, il y en a qui ont même des channels sur Workplace by Facebook ou Slack pour garder contact et tenir au courant des événements. Voilà, c'est important. Les entreprises, vous le savez, sont notées sur les réseaux sociaux, sur par exemple Glassdoor. Et donc, finalement, le offboarding est dans une logique de cohérence de marque employeur.
ça devient un élément fondamental et très important. Ouais, je suis complètement d'accord. Cette transparence et du coup la disposition de l'information a fait un petit peu plier les entreprises. Et j'irais même jusqu'à garder toujours cet œil un peu énergétique et à se dire finalement, il y a presque une question de karma. Il y a une bienveillance naturelle qui s'est installée. Je ne veux pas de bad buzz à la sortie, peu importe si c'est une retraite ou si ça se passe pas bien, parce qu'on a fini le défi. Il faut aussi accepter la volatilité aujourd'hui des talents. Mais du coup, il y a un vrai sujet de partir dans bons termes pour que on parle bien de soi et qu'il y ait quelque part une aura positive qui plane sur l'entreprise. Bien sûr, ouais, très clair. Donc, la problématique, en fait, c'est l'engagement du collaborateur. Donc, ça, c'était un webinaire de Lattice, qui est une solution de performance, gestion de la perf aux États-Unis, qui montrait en fait que la corrélation entre l'engagement et les comportements qu'on notait chez les employés. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que vont chercher les collaborateurs, c'est quelque chose de personnalisé, quelque chose qui va pouvoir en fait rassurer un maximum, d'enlever l'anxiété notamment avant même l'arrivée. Donc, on parle de pré-boarding. En fait, l'engagement, notamment pendant cette phase de pré-boarding et d'onboarding, on peut le maximiser en fait. On peut le maximiser, on n'est pas encore dans l'entreprise, on vient de signer donc, dans sa nouvelle boîte. Donc, comment je vais maximiser cet engagement? Comment je vais vraiment faire de mon collaborateur un ambassadeur? Et donc, on voit très clairement quelles sont les bonnes pratiques. Par exemple, le fait de ne pas donner de nouvelles. Alors, on va parler de ghosting. C'est quelque chose qui est très, très en vue en ce moment. Vous avez peut-être entendu parler de ghosting. C'est des collaborateurs qui ne viennent pas le jour J malgré la signature de la promesse d'embauche. Et donc, souvent, c'est lié au fait que on n'a pas de nouvelles du collaborateur. Ce que je voudrais dire là-dessus, ouais, c'est hyper important cette phase-là parce que le candidat est dans l'euphorie du recrutement et on lui a accepté sa candidature et là, on l'a fait rêver. Et le temps qui reste entre son premier jour dans l'entreprise et ce moment où il a raccroché avec son téléphone est fondamental dans la construction de l'impression du candidat. Et il est fort probable que c'est à ce moment-là que ça se joue le départ dans les 6 mois. Le fameux KPI, ce qui nous terrorifie tous, où il y a 33% des cadres qui ne terminent même pas la période d'intégration, il se joue là. Il se joue, est-ce que la sauce est retombée ou est-ce que j'ai été capable de le garder au niveau. Donc, attention à cette phase-là qui est… donc, on répondra aux questions. Hein. Donc là, on a déjà 2-3 questions. Aujourd'hui, c'est quoi les problématiques en fait liées à cette expérience collaborateur? C'est qu'en fait, on a des études maintenant assez poussées de LinkedIn, d'Accenture, de Cadre Emploi, qui démontrent que près de 22% du turnover arrive dans les 45 premiers jours. On a également donc une stat très intéressante qui explique que 17% des collaborateurs s'estiment heureux au travail. Donc seulement 17%, et que aujourd'hui, c'est les relations avec le manager, l'ambiance au sein de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise qui seraient des motifs de démission. Donc là encore, le mécanisme de la démission, c'est la déception. Qu'est-ce qui m'a déçu? Est-ce que c'est parce que j'avais des attentes trop fortes, parce que j'ai été séduit et on m'a bien fait rêver, et que derrière, on n'a pas été à la hauteur? C'est souvent ce genre de mécanisme qui aboutit à la démission. Par rapport aux questions qui sont posées, là j'ai une question d'Hervé qui me demande la finalité, c'est le business ou le développement de ce qu'il y a de plus humain dans les personnes. Alors c'est philosophique un petit peu, mais l'idée, c'est clairement de pouvoir mettre en place le meilleur écosystème pour permettre aux collaborateurs de se développer, mais évidemment dans une logique derrière de performance business. Donc l'idée, c'est un peu ce qu'on va démontrer. C'est finalement cet investissement autour du développement et de l'expérience, il a un vrai impact. Et aujourd'hui, ce sont les entreprises qui mettent en avant le capital humain qui sont les plus performantes. Alors, les gens n'aiment pas être instrumentalisés pour un objectif qu'ils réprouvent. D'où effectivement le concept d'expérience collaborateur. Je rappelle que l'expérience collaborateur, c'est du marketing. Ça veut dire que nos clients aujourd'hui sont les salariés, sont nos collaborateurs, et ça veut dire qu'il faut qu'on les comprenne. Donc en fait, s'ils ont des besoins qui leur sont propres, et il y a de plus en plus de personnalisation là-dedans. Hein, la première démarche qu'on avait envie d'identifier, c'était une sorte de segmentation pour avoir une façon de démarrer. Mais la vraie réponse, elle est dans l'hyper-personnalisation. Je dois écouter mon client en fait. C'est évident. Hein. Je pense que l'expérience collaborateur, Hervé, par rapport à votre question, on n'aime pas être instrumentalisé. Évidemment, c'est une évidence. Et je pense qu'il faut être capable de s'adapter. On parlera de marketing juste après. Et il faut être vigilant avec des collaborateurs qui ne souhaitent pas
typiquement aujourd'hui, c'est cet environnement, ne pas l'appliquer. Mais c'est pas la majorité. Aujourd'hui, justement, les gens sont en quête de sens, sont en quête de bonheur, sont en quête de s'épanouir dans leur travail. Et aujourd'hui, il faut plutôt œuvrer et travailler pour comment les attirer, comment les fidéliser, plutôt que de se dire ils vont être instrumentalisés, puisqu'en fait, sinon, on va même pas être capable de les recruter ou de les garder. Donc, voilà, je pense que la question, il faut la poser un petit peu dans d'autres termes. Ce qui va nous permettre donc d'enchaîner un peu sur aujourd'hui. Voilà, on a un écosystème de solutions folles, un écosystème incroyable où, je sais pas, il y a des milliers de startups dans les RH, hein, un peu trop d'ailleurs parfois. On se perd. Mais c'est vrai que finalement, cet écosystème, on parle du LabRH, on parle de Gymlib, Cocoon qui est avec nous, les Naïcs de Cocoon, et Alexandre aussi, Alexandre Robert. Donc, A-Team également, solution spécialisée sur l'onboarding. On est évidemment sur ces sujets-là. Et je pense que moi, ce qui m'interpelle à titre plus personnel, c'est de me dire, en fait, s'il y a autant de startups sur ces sujets-là, c'est que ça répond à des vrais besoins. C'est-à-dire que, évidemment, toutes ne pourront pas vivre, toutes ne pourront pas survivre parce qu'il y a une logique économique derrière et qu'il faut, sans clients, une entreprise ne peut pas vivre. Donc, il y aura forcément une concentration à un moment donné, il y aura des regroupements, etc. On n'en est pas encore là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça répond si elles se sont créées, c'est quand même qu'elles répondent aussi à un enjeu de marché et à cette déferlante, en fait. Ouais. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est une profonde mutation qui est engagée. Le volume du nombre de startups en est la preuve. Après, effectivement, il y en aura peut-être moins dans quelques années, mais en tout cas, la part belle aujourd'hui, la parole est du côté des salariés et des talents, alors que peut-être il y a 15-20 ans, c'était les employeurs qui avaient le pouvoir, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment… Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on va voir vraiment des géants se créer dans le domaine de l'expérience collaborateur, donc des solutions qui vont adresser différents problèmes et qui vont vraiment être identifiés comme des spécialistes de l'expérience collaborateur. Et ça, c'est très nouveau. Également, moi, beaucoup, c'est que ça va au-delà des RH, l'expérience collaborateur. C'est vraiment le parcours collaborateur et l'ensemble des interactions. Donc, ce n'est pas juste RH. Et c'est ça qui est intéressant en fait aussi, c'est qu'on va sortir un peu de cette case RH pour vraiment penser collaborateur. Et en fait, les outils historiques dans l'univers des RH étaient vraiment pensés avant tout pour les RH. Ouais. Non, c'est vrai, c'est un mindset qui est en train d'arriver et qui appelle des nouveaux outils. Mais tu vois, les SAP, les ADP, tous ces outils-là sont pensés dans une logique de gestion RH. Aujourd'hui, les outils qui sont en train de se développer, certes, ils sont pensés pour le bien-être des RH, évidemment, parce que l'idée, c'est de leur faire gagner du temps, mais ils sont surtout pensés pour comment créer une belle expérience pour les collaborateurs avec des outils qui ressemblent plus à ce qu'on utilise quotidiennement, comme des Deezer, des Spotify, des Netflix, ce genre de choses, plutôt que des SAP ou des ADP que tu ne peux pas mettre dans les mains de n'importe quel collaborateur, parce que les interfaces sont indigestes, elles ne communiquent pas. Donc, il y a vraiment ce phénomène très fort et cet écosystème. Donc, c'est vrai que là, du coup, par rapport à ce que tu dis, je trouve ça intéressant de préciser que comme il y a de l'innovation pour l'instant, il y a pas mal de solutions qui ne sont pas encore digestes, qui nécessitent beaucoup de développement, beaucoup de choses, mais qu'on tend vers la facilité d'usage. On tend vers simplifier c'est un peu les objectifs de l'utilisation, mais c'est long et c'est pour ça que l'UX a de belles années devant elle. C'est qu'il faut que ça soit fluide. Je peux te dire que chez A-Team, on est à fond sur ça, parce qu'on investit énormément sur l'UX. J'en doute pas. Et justement, ça fait partie de notre culture et notre ADN. Du coup, je fais un écho sur Cocoon, mais nous, on est en train de le construire, puisque cette expérience client avec cette qualité émotionnelle, on doit effectivement, c'est dans le brief de la roadmap technique, on va la ressentir sur le produit, parce que c'est ça, il faut qu'il y ait une cohérence un peu sur toute l'expérience collaborateur, toute l'expérience client. Top. Bon, on parle beaucoup avec les naïcs, mais l'idée, c'est, comme vous le savez, que ça soit interactif. Donc, posez des questions, faut que ça forcez-vous peut-être un peu, même si c'est, il n'y a pas de questions stupides, entre guillemets. Voilà, vraiment posez vos questions. Nous n'avons rien à cacher. Non, clairement. Donc, si vous voulez vraiment rentrer dans les trucs qui fâchent. Donc, j'ai Cyrielle qui me dit, nous faisons des journées d'immersion chez nous, c'est win-win. Très bien vécu par les futurs collaborateurs, mais aussi par les salariés en interne. Donc là, on est plutôt sur le process de recrutement.
Et c'est vrai que je trouve ça vraiment génial de le faire. Je me suis inspiré d'un de nos clients qui le faisait, qui s'appelle Comet, qui a pas mal écrit sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'en une journée ou en une demi-journée, alors ça demande un petit travail du collaborateur, c'est un petit effort, un petit sacrifice, et aussi en interne parce qu'il faut s'organiser. Mais derrière, tu arrives vite à juger comment la personne interagit. Est-ce qu'elle pose des questions? Est-ce qu'elle va voir d'autres personnes? Ouais. Comment elle travaille? Et en fait, ce que tu verrais. Pratiquer chez Conto, Payfit, pareil. En fait, l'idée, c'est de responsabiliser les collaborateurs à une décision. Et donc, du coup, ils ont le droit de s'exprimer. Et c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que la décision d'embaucher ou d'onboarder quelqu'un n'est pas réservée que à celui qui cherche la compétence, mais qu'on permet aux collaborateurs de valider. Non, c'est top. C'est top. On veut plus de questions. Hein. Ça va pas. Hein. L'idée, c'est par exemple parler d'expérience manager. Donc, alors cette slide, elle est volontaire. Le marketing, c'est souvent un peu un gros mot dans l'univers des ressources humaines. Ça fait peur, clairement. Mais c'est aujourd'hui, quand on parle d'expérience collaborateur, je me répète, c'est comment construire les bons parcours pour les bonnes personnes. Et on ne va pas parler de la même façon à un manager ancien, à un nouveau manager, à un collaborateur à tel poste ou présent dans telle entité. Col bleu, col blanc. Donc, en fait, il faut inclure l'ensemble des populations, puisque c'est un enjeu de ne pas non plus exclure, je pense, les populations de cette expérience collaborateur. Mais il faut leur parler de manière personnalisée. Alors, du coup, concrètement. C'est ça, c'est du market. Il y a la master vision qui va être le culture fit qu'on va proposer à tout le monde et qui est justement la culture de l'entreprise. Et derrière, il y a les sous-segments avec des personas. Le manager est une persona, le nouveau manager est une persona, le talent étranger est une persona, le col bleu est une persona. Et il n'y a pas la même unique value proposition par segment. Donc, il faut adapter son discours à ces segments-là. Dans une première, j'ai envie de dire, une première étape de commencer à faire de l'expérience collaborateur. C'est une solution qu'on vous propose parce que, en fait, la vraie réponse, elle est dans l'hyper-personnalisation, sans doute. J'ai une question. Est-ce que le marketing, pour vous, vous fait peur? Justement, ça sera intéressant que je comprenne, quand on parle de marketing et de segmenter l'expérience selon différentes populations, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que ça vous évoque? Donc ça, j'aurais bien aimé avoir vos réactions par rapport à ça. On va laisser les gens réagir. Je vois que c'est en train d'arriver. Mais en tout cas, on sait qu'il y a certains DRH qui ont peur et qui sont pas très friands en fait de ce concept. Là, je vois une question d'Estelle là qui parle effectivement sur un parallèle qui peut être fait avec la qualité de vie au travail. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, les candidats, les collaborateurs recherchent quand même une vraie expérience à plein de moments différents et tout ce qui peut amener de la nouveauté dans l'expérience est la bienvenue. Donc évidemment, on ne va pas réduire ça à un baby-foot, à une corbeille de fruits, mais on va chercher des émotions qui sont fortes. Dans l'émotion qui est forte, on engage, donc on parle de sport, de trucs extrêmes, on va bouger un peu, on fait beaucoup de mobilité. Voilà, il y a une façon d'amener des choses qui sortent un peu d'un cadre classique, qui viennent surprendre. Et dans cette surprise, du coup, on amène de la satisfaction en fait. Ouais, tout à fait. Et alors du coup, alors là, on a Nadia qui nous explique que le marketing travaille de concert avec le recrutement, d'accord, et surtout pour la marque employeur et l'onboarding en fait. Donc c'est intéressant de voir que même pour l'onboarding et la marque employeur, donc super Nadia, c'est hyper intéressant. On a Yael, salut Yael, qui nous explique que le marketing dans ce sens permet de penser la marque employeur et de s'adapter aux collaborateurs et à leurs attentes. C'est très juste et c'est justement ce qu'on prêche beaucoup chez A-Team. Alors, on a Hervé, je sens qu'il bloque un peu plus sur l'approche marketing. C'est que les personnes sont considérées comme des objets de marché. La finalité n'est pas tant l'humanisation que de capter, garder et augmenter la ressource. Dans ce processus, quelle place est possible pour les personnes fragiles? C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement mental aussi beaucoup. Et là, je pense qu'il y a un travail mental à mettre en place. Mais en tout cas, je vois Hervé qui a, ce type de réaction ne me surprend pas dans le sens où ça casse un peu les codes de ce qu'on connaît habituellement et l'objet de marché n'est pas forcément un gros mot, c'est plutôt de se dire, OK, quelles sont les attentes de la personne et comment y répondre de manière personnalisée. C'est vraiment, basiquement, c'est ça en fait. C'est pas autre chose. Donc, j'ai Cyrielle qui explique aussi que le marketing social est intéressant en soi. Tout n'est pas mauvais dans le marketing.
le concept de client-employé est d'actualité. Ça répond aussi à l'évolution des mentalités dans le monde en général, selon moi. Ok. Bah, écoutez, Cyrielle, c'est parfait. On est en phase. Donc, très intéressant. Le temps passe. Certains doivent déjà partir déjeuner. Donc, bon, je vois qu'on est quasiment ISO en termes de participants. Donc, c'est plutôt positif. Parce qu'on a démarré maintenant il y a presque 40 minutes. Donc, je vous remercie encore d'être là. Et puis surtout, on a beaucoup de choses à dire. Donc, il y a des chiffres qui arrivent. Hein. Ouais, il y a les chiffres. Alors, on va peut-être essayer d'aller un peu plus vite. Ouais, plus vite sur. Peut-être, je te laisse parler peut-être des managers, les naïcs. Effectivement, les managers, ils ont plusieurs aspirations, mais il y a quelque chose que moi je retiens, c'est la façon d'imprimer un rythme et de guider son équipe. Donc d'un côté, j'incarne justement les valeurs du master plan de la culture d'entreprise, mais de l'autre, je suis capable d'écouter et de coacher ceux que j'encadre. Et là, on voit apparaître des nouveaux métiers plus sensibles qui se terminent peut-être, pourquoi pas, par, quand on parlait des personnes les plus sensibles, d'un accompagnement thérapeutique. Hein. Nous, on a des modèles de boîte où il y a des thérapeutes qui sont pas loin parce que le coaching s'arrête là où le thérapeute démarre. Donc, on a cette sensibilité de l'être profond parce que dans la mission aujourd'hui du manager, je dois aider mon collaborateur à s'épanouir et quelque part, c'est ce qu'il recherche. Donc, voilà, évidemment, il va aussi garantir justement cette fameuse expérience enrichissante. Mais ouais, je parlerais plus de rythme en fait. J'aime bien cette notion de rythme pour le manager. Ouais. Après, c'est vrai que le manager aujourd'hui, voilà, encore une fois, je reprends un peu ce que me disent nos clients de manière basique. On a par exemple des managers qui veulent des outils où c'est simple, facile. Alors, les managers sont occupés. On sait que la relation parfois RH-manager peut cristalliser certaines tensions. On peut parfois un peu en rigoler de ça. Et en fait, le manager, je pense qu'aujourd'hui, ses attentes, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est voilà, des outils rapides, des outils efficaces, des outils où je peux vraiment avoir, ne pas être surnagé de mails, ne pas être sursollicité, ne pas me rajouter du travail en plus. Donc, les managers sont sursollicités, les objectifs business sont importants, il y a beaucoup de stress et de tension. Et il faut être capable, justement, de les dissocier dans l'expérience et d'avoir des parcours peut-être d'intégration différents, de les coacher. Et on sait qu'il y a beaucoup de solutions autour de ça qui vont émerger sur le coaching des managers. D'ailleurs, ça serait intéressant que vous nous dites, vous, qu'est-ce que vous faites pour vos managers? Donc, quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place? Et du coup, c'est aussi comment les sensibiliser, par exemple, sur l'intégration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on le voit, dans l'outil, on a mis en place énormément de contenu, de bonnes pratiques. C'est très, très utilisé. On a certaines entreprises qui appellent ça les 10 commandements de l'intégration pour le manager, d'autres qui appellent ça différemment. Mais en tout cas, l'idée, c'est de les coacher et de leur donner des bonnes pratiques et de développer ces nouvelles cultures. En fait. Je pense qu'il y a un premier pas, même si les entreprises n'ont pas pensé à leur why ou sont encore en train de réfléchir sur le sens sociétal de leur action, le premier pas, c'est d'accueillir. Donc déjà, rien que sur l'accueil, il y a déjà beaucoup de choses à faire qui ne sont pas faites. Je te confirme. Et je pense que dans cette fonction d'accueil, le manager a bien une fonction de garantir le plaisir et de l'entretenir, ce plaisir. D'un côté, il va sortir le collaborateur de sa zone de confort, mais il va lui permettre de réussir pour garder un peu un plaisir, un mécanisme de satisfaction qui se met en place. Et le manager en est celui qui est le garant de ça, en fait. Et ça rajoute une dimension très fine au métier aujourd'hui, et du coup d'arbitrer entre la rationalisation et le pilotage et puis le mécanisme du plaisir. Et tout le monde n'a pas les mêmes en fait. Donc vous, qu'est-ce que vous faites pour vos managers? Qu'est-ce que vous mettez en place? Dites-le nous. Donc j'ai Pierre Thomas qui m'explique, voilà, aujourd'hui il est vrai que d'avoir une position de marketing de façon à attirer le collaborateur, il nous faut ça en fait aujourd'hui. Et pour cela, connaître ses comportements, tout comme on le fait pour attirer des clients, pour leur vendre des produits. Alors voilà, c'est bon, et je rejoins Hervé qui nous dit je vous challenge avec le sourire. C'est sympathique Hervé en tout cas de nous challenger, mais aussi on se challenge mutuellement. Par contre, j'ai pas beaucoup de réponses sur qu'est-ce que vous faites pour les managers. Donc à mon avis, il y a pas mal de choses à faire. Il y a un levier ici à creuser parce qu'à mon avis, on peut faire mieux. D'ailleurs, Cyril nous dit c'est pour les managers intermédiaires qu'il faut faire le plus. Et nous, on le voit notamment les managers, les nouveaux managers, ils sont un peu perdus. Et c'est très dur de leur développer une culture managériale comme ça. Il y a vraiment un effort de formation à faire. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui investissent sur ce terrain-là.
c'est évident et ça date pas d'aujourd'hui. Mais si on veut garder les talents, avoir des managers qui savent bien gérer leurs équipes et qui mettent en place des bonnes pratiques, c'est quand même la base. C'est clair. Ok, il nous reste même pas, il va nous rester 10 minutes pour terminer sur l'impact business. Et donc là, c'est vrai qu'on a une étude qui est très intéressante, qu'on vous enverra, qui est celle de BCG. Ouais. Et là, encore une fois, ça vraiment démontre tout l'intérêt de l'expérience collaborateur et de placer au cœur des enjeux de l'entreprise le facteur humain. Et en fait, donc on parle d'onboarding des nouveaux collaborateurs, de recrutement. On a un chiffre d'affaires qui est de 2,5 fois à 3,5 fois supérieur par rapport aux autres entreprises. Une marge qui est même 2 fois supérieure. Et ça s'applique également pour la gestion des talents, l'amélioration de la marque employeur et la gestion de la perf et des primes. C'est clair. On a au moins un rapport de 2 avec peut-être sans doute sur le recrutement un enjeu majeur. Mais on voit bien que la problématique de l'onboarding et donc de cet onboarding qui se refait pour retenir, et c'est les deux gros focus. Recrutement et onboarding sont deux énormes focus qui amènent du coup de la marge. C'est vrai, en fait, ça devient un enjeu stratégique. Hein, et en fait, l'étude de BCG, on vous enverra cette étude également dans le follow-up. C'est quand même assez probant et hyper intéressant de voir que ces éléments, que cette politique de recrutement, d'intégration, de gestion des talents a un impact sur la top line, puisque au final, il faut arriver à convaincre des codires, il faut arriver à convaincre des CEO, des CEO, et on sait que pour convaincre ces personnes-là, il faut avoir des arguments héroïstes. Donc là, on a avec cette étude d'un cabinet extrêmement sérieux qui est le BCG, vraiment un cas concret d'impact sur le chiffre d'affaires et la marge. Donc, c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit une mesure comme ça. Alors attention, hein, restons prudents avec les chiffres. Ils ont comparé le vilain petit canard avec le meilleur exemple. Donc, ce sont des écarts qui sont importants, mais sont faits sur un échantillon de boîtes américaines qui sont un peu plus en avance que nous sur le sujet. Du coup, ce qui est juste quand même, c'est quand même sidérant de voir cet écart. Quoi. Je veux dire, c'est énorme. C'est clair, c'est énorme. Alors, moi, j'ai une question pour vous tous. Quels indicateurs, quels KPI vous mettez en place, si c'est déjà fait, hein, mais je pense que c'est encore très tôt chez vous, pour mesurer l'impact de l'expérience collaborateur et l'impact de vos différentes politiques de développement, de recrutement et d'onboarding. Donc, n'hésitez pas à nous les partager. Et Anouk, sur l'étude du BCG, donc, on vous enverra le détail. Donc, justement, Anouk qui nous explique la mesure du turnover et de l'absentéisme. Ouais. Clairement, le turnover aujourd'hui chez nos clients, en tout cas, c'est une raison très forte de souscrire à la solution A-Team et de mettre en place l'onboarding. Moi, j'observe aussi chez mes clients là, qui sont donc des profils un peu tech, hein, mais notamment des Criteo, des Google, tout ça, que eux, ils sont en train de se concentrer sur le fameux 22%, qui est assez commun à tous nos clients d'ailleurs, où les profils tech ne restent pas dans la boîte, quoi, parce qu'ils sont tellement convoités, et donc ils cherchent des barrières à la sortie, ils cherchent à rajouter du service, et ça fait assez écho à ce que vous marquez sur la mesure du turnover et la santéisme. Ça reste un driver, un KPI qui est observé et dans lequel on travaille déjà, et du comment ils cherchent des nouveaux leviers pour aller chercher ces barrières à la sortie. Nombre de recrutements fait par cooptation, Cyrielle, c'est très intéressant. Bon indicateur du climat et de l'attachement à l'entreprise, c'est vrai. Parce que la personne s'engage en faisant une reco et l'autre est à la hauteur ou pas de cette reco. C'est hyper intéressant, effectivement, ce concept. Et du coup, on a du mal à mesurer l'impact du coaching, si on repart un peu du coaching, sur la perf commerciale. Ça, c'est de manière basique, hein, j'ai envie de dire, peut-être mesurer l'impact des ventes par commerciaux qui ont réalisé du coaching. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais je pense que ça, c'est assez évident. Après, c'est ce qui me vient à l'esprit. Alors, nous, on travaille vachement sur, du coup, si tu es vraiment en phase avec tes valeurs, donc si tu as été bien coaché, du coup, tu vas rayonner plus simple. Et en fait, on observe assez rapidement quand même des meilleurs résultats commerciaux. Hein. C'est très tangible. Hein. Sur des cycles longs, alors Anouk, c'est pour ça que je souris un peu, les ventes sont sur des cycles longs. Donc, il faut attendre un peu, Anouk, peut-être un peu de patience. Pour avoir le retour. Oui, je comprends. Hervé qui nous parle, donc Hervé avec qui on interagit bien aujourd'hui. Nombre de co-décisions, toujours dans cette logique de
bienveillance et d'inclusion. Je reviens sur les cycles longs. Du coup, un des KPI, ça peut être le degré de partenariat et d'alliance stratégique qu'on fait sur un grand compte, parce qu'en fait, on voit bien que dans le système de décision, c'est pas un seul décideur, il y en a plusieurs. Et en général, on commence à multiplier les touchpoints dans la boîte. Et plus on a de touchpoints, plus on peut dire qu'on avance dans la conquête du compte. C'est clair. C'est aussi identifier, ça c'est des petits tips de sales, mais d'identifier aussi un champion qui peut nous aider en interne à évangéliser et qui peut aider à développer. Donc, bon, on a beaucoup de réactions. On va peut-être juste. Alors j'ai Yael qui m'explique le nombre de collaborateurs investis dans des missions transverses. Ouais, montre l'implication. Alors ça, hyper intéressant. J'avais moi été impressionné par le témoignage de Jeff Coe, là, lors de Talent for France, qui disait justement, nous, on a compris qu'ils avaient besoin de faire d'autres projets et on leur a aménagé une partie de l'emploi du temps pour qu'ils puissent travailler sur d'autres problématiques. Alors, ça allait carrément d'un projet humanitaire pour aller capitaliser sur des soft skills ailleurs que d'être complètement encore dans le flux classique de l'entreprise. Hyper intéressant. Et alors, Lisa Perron qui nous dit on va montrer ces chiffres au top management pour les convaincre à développer l'expérience collaborateur et manager. On pourra dire un KPI, c'est le nombre de business qu'on aura signé grâce à vous, Lisa. Donc, on attend avec impatience. Donc, on va simplement, alors, nous, sur ce qu'on fait chez A-Team pour aider nos clients, on a le taux de rétention, on en a parlé, le taux de productivité, le taux de satisfaction client. Ouais. Donc, ça, j'en parlerai à la fin, mais taux de satisfaction collaborateur, le NPS, qu'on appelle le NPS, c'est très important. Voilà, la capacité à innover dans l'entreprise et la capacité à attirer plus de talents. Ouais, alors sur une innovation, je suis complètement d'accord parce que ça montre justement la partie de la créativité qu'il faut être capable de libérer. Et ça, c'est des moments où les gens ont besoin de penser à eux. Et puis sur l'attraction, très clairement, c'est par exemple le nombre de candidatures spontanées. C'est-à-dire que si les gens commencent à postuler chez moi de manière spontanée, c'est qu'il y a de la matière disponible qui les ont satisfaits quand ils ont recherché. Et donc, un des KPIs intéressants à surveiller, c'est le nombre de candidatures spontanées, c'est très clair. Donc ça, c'est la slide un peu, on va dire, la plus commerciale de la présentation. Donc, je préviens nos interlocuteurs. Surtout Hervé qui s'énerve pas. mais c'est important de voir ce qu'on a. Alors, très rapidement, ce qu'on a noté, nous, chez nos clients, il y a 4 leviers, en fait, très forts sur l'onboarding. On a un gain de rétention, le gain de temps, le gain de perf et le gain en termes de marque employeur. Le gain de rétention, c'est à peu près plus de 10% donc de rétention. Donc, il y a un vrai ROI par rapport à ça. Le gain de temps dans la gestion de l'onboarding en l'automatisant, c'est près de 18 heures. Et évidemment, l'idée, c'est de garder le contact humain. J'insiste pour notre ami Hervé, puisque l'outil n'est pas un substitut de l'humain, mais bien un complément, puisque de toutes les façons, l'onboarding, c'est aussi avant tout de l'accueil. Ouais. Et en fait, grâce à un outil, on va pouvoir mettre en place des rappels, des événements, des tâches, etc., qui vont faire que les gens vont se rencontrer. Donc justement, c'est un booster d'humain. Le gain de perf grâce à l'accélération du délai de formation. Et puis le gain en termes de marque employeur et d'image qui est très fort, puisque quand j'arrive dans une boîte et que je dois encore signer des documents en papier, que j'ai pas mon ordinateur, que je ne sais pas qui va être mon manager, le fait de m'assigner un par un, le fait de pouvoir prendre contact avant même mon arrivée, d'avoir des événements, d'être engagé, enfin bon. Voilà, vous avez le pitch est là au niveau A-Team. Tout ça font qu'on a un vrai ROI. Et donc voilà, si vous êtes intéressé évidemment d'en savoir plus, je serais ravi de vous contacter après en one-to-one. Un point important peut-être chez nos clients comme Devoteam, où justement c'est une ESN de près de 6000 collaborateurs, une grosse ESN qui recrute plus de 1000 personnes par an. Et en fait, chez eux, l'enjeu, c'était notamment le phénomène de ghosting. On en a parlé, le ghosting, c'est le fait que des gens ne viennent pas le jour J, malgré le fait qu'ils aient signé la promesse d'embauche. Et donc, avec eux, on a travaillé sur, comment un premier manager peut envoyer des mails avant l'arrivée, comment un parrain peut également l'embarquer, comment quelqu'un peut l'inviter à un séminaire ou à un événement avant même mon arrivée. Sur des métiers informatiques à forte tension, ça devient fondamental. De travailler et on voit qu'il y a un vrai impact sur ça.
Peut-être sur Cocoon aussi, que tu nous parles un peu, Lénaïque, de ta solution, en fait, un peu ce qu'elle fait et du gain pour les boîtes. Ouais, très clairement, très clairement. Bah, nous, du coup, on va matcher donc un chasseur en fonction des centres d'intérêt et de ce qu'on comprend de notre client, qui est donc le talent de nos clients entreprises. Donc c'est pour ça que comme les talents sont de plus en plus atypiques, eh ben on pense que l'empathie d'antan ne suffit plus à embrasser ce spectre qui s'élargit. Donc on est allé chercher plein de profils et on en a toujours plus qui arrivent pour pouvoir répondre à plus de demandes en fait. Hein. Donc nous concrètement, on fait quand même gagner 115 heures sur 120. C'est à peu près la moyenne qu'on a établie sur le nombre d'heures qu'on va passer sur le temps de travail. Donc là, c'est carrément pratiquement un salaire chargé qu'on fait gagner à l'entreprise. Alors difficile de faire comprendre en France qu'une perte de productivité en nombre d'heures aboutisse à une perte de chiffre d'affaires, mais on s'en rend bien compte sur la population commerciale. S'il y a 2-3 visites déceptives et un ascenseur émotionnel négatif, il n'y a pas de CA qui rentre, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant, nous, on travaille du coup sur ce levier du logement parce que après la santé mentale, et c'est une étude suédoise qui dit ça sur un rapport Good Homes qui avait été commandé, en fait, les gens, ils sont heureux. 15%, ça vient du bonheur qui est lié au logement. Et donc, nous, on travaille sur ce levier qui nous intéresse d'autant plus qu'on parle de remote, que finalement, on n'avait pas pensé à ces logements avant, et du coup, l'employeur pourquoi elle n'aurait pas un rôle à jouer notamment dans ces grands moments émotionnels, puisqu'en fait, on déménage quand il y a quelque chose d'important qui se passe. Donc, on est effectivement là pour les gens qui se séparent, mais aussi pour qui ont des enfants. Et puis, bien sûr, cette partie visible de l'iceberg qui est la mobilité, qui est également actionnée par Tu bosses avec Google, non? C'est ça, sur ces sujets? Exactement. Moi, j'aime bien. Belle rêve. Ouais. Non, mais ça a été notre première rêve game changer. Après, il y en a eu d'autres. Mais c'est vrai que Google, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très créatifs. On le ressent là sur la photo, chez eux. Et ils cherchent vraiment des moutons à 5 pattes. Et donc, du coup, ils sont intéressés par la promesse qu'on fait, nous, sur le matching, puisque on est capable de répondre à des moutons à 5 pattes. Il y a même OnePoint qui travaille sur des sujets de handicap et on est là aussi avec des handicapés pour effectuer la prestation. Donc, on est capable d'aller loin dans cette personnalisation, dans le matching par rapport à ce qu'on demande à talent. Ok, on s'approche de la fin. Il nous reste quelques minutes. Ce que je vous propose, c'est il nous reste une slide à présenter et donc préparez vos questions si vous en avez. On est 45 là en live, donc on veut de la question. Forcez-vous à nous envoyer quelque chose, même c'était intéressant, ou alors on reste un peu sur notre fin. Justement, qu'on puisse un peu réagir avec vous. Dites-nous quelque chose. On veut vous voir participer. On veut vous voir participer. Oui, j'avais envie de parler, parce que j'ai lu un article là, je crois que c'est sur Welcome to the Jungle, et elle citait justement le bouquin d'Horowitz là, sur le cas de James White, qui avait effectivement orchestré une révolte, et qui avait donc monté un gang en prison, et en fait le jour où il sort de sa prison, il voit quelqu'un se faire poignarder, et je trouvais intéressant, ne laissez pas cette première impression fausse ou accidentelle. Voilà, je trouve hyper intéressant de réfléchir sur cette première impression. J'arrive dans la boîte. Qu'est-ce que je fais? C'est de l'onboarding. Voilà, c'est de l'onboarding. Non, mais c'est de l'expérience collaborateur, c'est-à-dire que je vais chercher c'est ça. Je vais te prendre en pitch chez les clients. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup cet exemple parce qu'on peut travailler dessus. Il y a des façons de faire pour que ça ne soit pas justement accidentel, ou alors pour que ça ne soit pas l'impression qui reste. Pourquoi il y a des traumas? Pourquoi il y a des burn-out? Sans doute parce que les mauvaises impressions s'accumulent et qu'on les dédramatise pas, ou en tout cas qu'on les travaille pas, on les fait pas partir. Et du coup, les travailleurs pètent les plombs parce qu'on ne fait pas attention. Donc c'est aussi une des missions du manager que de savoir décoder pour éviter le départ dans les mauvaises conditions d'ailleurs. Non, c'est sûr. Et Nadia alors, qui me dit, je m'attendais à plus d'idées, enfin très intéressant, mais je m'attendais à plus d'idées sur la partie onboarding. Très bien, ça nous fera du coup l'occasion de refaire un webinaire peut-être plus spécifique sur l'onboarding. Là, l'idée, c'était de parler vraiment de l'expérience collaborateur de manière plus générale et des KPIs. Donc, c'était pas l'idée non plus de rentrer forcément dans le détail de toutes les pratiques d'onboarding, mais comptez sur nous et puis on prendra contact avec vous pour vous en dire un peu plus. Ok, peut-être pour terminer simplement une citation de Jacob Morgan qui travaille énormément sur ces sujets-là. Les organisations qui investissent sur l'employee experience sont les plus productives, valorisées, attractives, innovantes, profitables et avec une performance à la bourse qui est même au-dessus des autres.
Donc voilà, ça corrobore avec ce qu'on a dit. Et puis, ce qu'on voit beaucoup également, et là, il y a pas mal d'études aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a un vrai impact sur ce qu'on appelle l'expérience client, c'est-à-dire le fait de prendre soin de ses collaborateurs, le fait de les engager. Et ben, en fait, ça leur donne aussi des idées pour eux-mêmes proposer ce type de politique pour pour les clients. Ouais. Donc, en travaillant en fait l'expérience client, on en fait un différenciateur et un avantage compétitif par rapport aux autres entreprises qui va rejaillir sur l'expérience client. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Je me permettrais de rajouter sur cet aspect-là, de dire qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, qui est magique, qu'on voit chez eTeam, qu'on voit chez Cocoon et qu'on voit sur d'autres startups, c'est qu'on va automatiser pour optimiser du temps, pour laisser une place plus humaine au moment clé de l'onboarding. Donc, il y a des moments qui sont identifiés, qui sont clés sur l'accueil, sur etc., qu'il faut savoir gérer. Et donc, c'est parce que j'automatise, que je scale les opérations, que j'ai donc plus de temps à un moment donné pour m'occuper de l'humain. Les deux tendances de chez Deloitte, et c'est ce qu'on confirme, c'est vraiment plus d'humain dans l'expérience client pour pouvoir avoir un sentiment justement, comme disait Hervé, de ne pas être une chose et de ne pas être que drivé par des KPIs. Et c'est justement la subtilité de l'arbitrage à faire émerger chez je sais que c'est ton cheval de bataille, Lénaïque, ce point-là sur cette partie émotionnelle. Parce que je vois beaucoup de dégâts et je vois beaucoup de boîtes qui malheureusement sont dans les écosystèmes dont on parle aujourd'hui qui ne sortiront pas. Non, c'est sûr. Nous aussi, c'est quelque chose, en fait, qu'est-ce qu'on fait nous parce que là, j'ai pas mal de questions sur l'onboarding, mais par exemple, la partie émotionnelle aussi est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Par exemple, certaines entreprises vont tutoyer plutôt que vous voyez. Comment je vais mettre en place quelque chose qui engage, qui me donne envie de revenir sur la plateforme. Comment je vais faire en sorte que cette émotion, ça va être du texte, ça va être quels sont les mots que je vais employer. Donc, pouvoir vraiment personnaliser l'accueil, les mots qu'on va employer directement. Tout ça, on peut le faire sur un outil. Quand on recrute énormément de personnes, ça a de l'intérêt. Et donc, du coup, Lisa me demande que proposez-vous comme pratique simple avant la mise en place d'un outil comme proposé par eTeam afin de faciliter l'intégration, autre que l'envoi d'une entreprise. Ce que je vous conseille peut-être avant même la mise en place d'un outil, c'est peut-être déjà de réunir des derniers collaborateurs, des managers, d'avoir une réflexion en mode design thinking, c'est-à-dire on part des parcours utilisateurs et des besoins pour designer justement quelle serait une bonne expérience. Et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de remontées. Donc nous, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Lorsqu'on met en place l'outil, on a une méthode bien spécifique où justement on part des besoins du client. Et c'est ça aussi, voilà, l'expérience collaborateur, c'est en ça la nouveauté, c'est qu'on part des besoins du collaborateur. Ouais, alors là, je rejoins doublement qu'on travaille, et j'y vois deux questions là, celle de Lisa et celle d'Angela, mais effectivement, l'intégration d'un collaborateur de surcroît qui change d'une ville à une autre, la première chose à comprendre, et c'est ce qu'on fait chez Cocoon quand on écoute et qu'on fait le profilage du candidat, c'est qu'est-ce que tu aimes faire, c'est quoi ton équilibre vie pro, vie perso, et comment ton appartement finalement va permettre de réunir ces aspects-là. Et donc, on lui fait découvrir finalement son nouvel environnement de travail qui commence par la ville, la région, et pourquoi pas, si cette personne a un chien et un régime spécifique nutritif, de lui trouver ces critères-là chez nos cocooners, chez nos chasseurs, pour qu'il y ait un fit, un accueil qui soit fait sur une complicité humaine de partage de système de vie et qui permet de mieux intégrer dans cette philosophie-là et après on va répondre aux autres questions. Ouais. Il y a l'accueil du conjoint. C'est évidemment important si le couple arrive de l'étranger, c'est une star, on a envie de le mettre en valeur, on a envie de l'accueillir et on se pose la question de les intégrer. On s'intègre dans un quartier et pas que dans un logement, on s'intègre avec des activités, voilà. Et c'est cet équilibre subtil vie pro, vie perso qu'il faut savoir mettre en veille. Donc, écoutez peut-être d'une certaine manière, et je recommande souvent d'avoir accès pour ces problématiques d'intégration, à des prestataires de services externes de l'entreprise, puisqu'ils vont avoir accès à une qualité de data beaucoup plus privée, beaucoup plus proche de la réalité. Certains nous disent bon appétit, donc je pense qu'il y en a qui commencent à avoir faim, mais en tout cas c'est très juste. Je vois le rapport d'étonnement, le design thinking, voilà, tout ça c'est des bonnes pratiques. On a Hervé, je crois, qui nous disait, soit en particulier dans l'intégration de publics marginaux. Donc là, je vois qu'il y a un vrai besoin, une vraie volonté d'inclure l'inclusion, on en a parlé, mais justement, il faut adresser ces populations. Voilà, donc je pense qu'on a fait un bon tour aujourd'hui de ce qu'était l'expérience collaborateur, pourquoi c'était une déferlante, pourquoi il y avait une vraie révolution et
finalement, quels étaient des exemples concrets et quel était l'impact sur le business. Donc, on voulait vous remercier. Vous êtes quasiment encore là, Je vais 43. une petite question sur Action Logement, je vais me faire un plaisir de répondre, puisque du coup, Action Logement, c'est un collecteur d'un impôt pour justement aider les gens à se reloger. Et du coup, c'était un acteur qui a 40 ans, 50 ans, hein, qui a été financé par pas mal d'entreprises et qui aujourd'hui est dépassé par la mutation de la société. Donc, c'est un acteur intéressant parce qu'on profite tous de ce qui a été mis en place. En revanche, il faut sans doute tester des services comme Cocoon pour comprendre l'efficacité de trouver un cocon en 3 jours. Donc, on a Flavien, Estelle, Anouk, Yael et Christelle. Merci. Merci à vous. À quand le prochain webinaire, Lisa? On va y travailler. Justement, j'ai été aidé aussi par toute l'équipe de A-Team et de Cocoon pour produire ces contenus. Lisa a encore beaucoup de questions. Alors Lisa, on peut se voir. Voyons-nous. Voilà, on est disponible. On mettra nos mails de contact et puis on avancera sur tout ça. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée à Paris pour ceux qui sont là. Il fait beau et un bon appétit. Voilà, merci à tous. Et puis sûrement à très très bientôt. Ouais. On espère vous revoir tous et n'hésitez pas à nous contacter. On prendra soin de vous, on vous le promet. Ouais. Bonne journée. Au revoir. Ciao.